Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bon début de semaine. Oui, faut pas s'illusionner. En temps général, on déclenche des élections au Canada. Ce n'est pas une nouvelle en Europe, à part que pour une petite faune là, très mondialement politisée. Mais là, est-ce que tu le sens que les élections au Canada ou la politique canadienne en général, tout à coup, crée un intérêt particulier? Mais il y a plusieurs raisons pour que ça crée un intérêt particulier. Tu as raison, normalement, c'est une frange toute petite qui suit ces choses-là de près aux États-Unis et en Europe. Et là, c'est différent. On me parle des élections, on est curieux parce que on est un peu, peut-être, les canaris dans la mine, c'est-à-dire les premiers à se prononcer dans une grande démocratie occidentale après la victoire de Donald Trump en novembre dernier. Donc, on annonce peut-être quelque chose. Il faut voir que depuis des années, il y a une tendance qui est remarquable partout. On voit les électeurs, anciennement, peut-être même dans certains cas de gauche, se rallier vers des populismes plus associés à droite. C'est très vrai ici en France, avec la montée en puissance du Rassemblement national, qui est l'ancien Front national. Tu as évidemment depuis une dizaine d'années en Hongrie un mouvement qui est parfaitement consommé, abouti, sans complexe, mais c'est vrai aussi de plus en plus dans d'autres pays, la Slovaquie, l'Autriche, et on se disait, au Canada, il y a encore quelques semaines, c'est à peu près plié pour Pierre Poilievre qui devrait l'emporter sans trop de difficultés, c'est ce que les sondages nous indiquaient, et il appliquait une méthode qui ressemble étrangement à ce qui a bien fonctionné ailleurs, y compris aux États-Unis en 2016 avec la première élection de Trump et puis plus récemment. Or, dans la dynamique nouvelle entre le Canada et les États-Unis, on est dans une position défensive, réactive à Donald Trump et soudainement, ce qui aurait peut-être été l'autoroute de Pierre Poilievre est devenu un petit chemin de campagne sur lequel il ne va pas s'aventurer. Il doit au contraire protéger la souveraineté canadienne, se définir en opposition à Donald Trump. Donc, pour toutes ces raisons, beaucoup de curiosité sur ce que ça va signifier, y compris, on en parlait hier pendant la spéciale, Mario, y compris le sort qu'on réservera à ceux qui sont associés aux élites. S'il y a un personnage dans l'histoire récente, tu me diras, Justin Trudeau, c'était le fils de Pierre-Éliott Trudeau, ça incarne parfaitement l'élite, mais c'était pas un parcours professionnel avant qu'il ne devienne premier ministre qui incarnait quoi que ce soit qui ressemble à ça. C'était défini comme prof de ski, je sais pas trop, et aussi professeur de théâtre. À la petite école, théâtre, voilà. Donc, c'était pas l'incarnation de ce que sont les élites, alors que Mark Carney, puis je ne l'accable pas pour autant, il est pile poil la définition Banque du Goldman Canada, Sachs, les grandes entreprises financières, Goldman Sachs, ensuite les banques centrales en Amérique du Nord, en Europe. Avec un discours pendant le processus du Brexit en Angleterre, quand il était à la direction de la Banque centrale anglaise, avec un discours justement très antipopuliste, mettant en garde les Anglais contre la tentation de sortir de l'Europe, annonçant une récession terrible qui allait frapper l'Angleterre si les électeurs faisaient le mauvais choix. Certaines de ces mises en garde se sont avérées sur l'inflation et d'autres choses, mais l'effondrement de l'Angleterre que le patron de la Banque centrale annonçait, c'est jamais arrivé. Donc, est-ce qu'il est possible de retourner ce qui était l'espèce de formule gagnante et d'amener au pouvoir quelqu'un qui, justement, est la démonstration de la compétence, comme on l'attendait, de la technocratie, sans aucune expérience politique. Pour toutes ces raisons, on est très curieux de ce qui se passe au Canada, je le suis aussi, avec aussi derrière ça, la première élection, on risque de parler défense, de dépenses de défense. Le Canada là-dessus a été historiquement plus que timide. On est, je le répète, mais comme on est des donneurs de leçons, de morale, je trouve qu'il est difficile dans la position du Canada d'en donner beaucoup, particulièrement quand on dit qu'on va aider l'Ukraine, qu'on va tout faire ce qu'il faut, alors que depuis 25, 30, 40 ans, on vit très à l'aise sous le parapluie des Américains et on dépense en matière de défense beaucoup moins que ce qui nous est demandé, c'est-à-dire les fameux 2%. Monsieur Carney n'aura pas le choix de parler de ça. J'ai pas de souvenir, moi, d'une élection canadienne où la politique étrangère et les politiques de défense occupent l'espace.
Non. La défense, c'est pas un gros sujet de campagne électorale en général. En fait, on dit que c'est un sujet où tu gagnes pas de vote. Mais là, présentement, il y a un intérêt de la population nouveau pour ça. Il n'y a pas de doute. Bon, le président américain, puisqu'il faut parler de lui, livre la guerre aux universités. Alors, je sais pas s'il faut absolument parler de lui, mais lui fait de gros efforts pour qu'on parle de lui. Il est au cœur de l'actualité. Depuis une semaine, on n'en a pas parlé, mais c'est intéressant parce que c'est les guerres culturelles qui sont pour beaucoup, je pense, dans l'explication de sa victoire, l'espèce de roll-ball à l'endroit de ce qu'on pourrait, pour faire simple, appeler le wokisme. Et il faut se rappeler quand même que s'il y a une déferlante de toutes ces politiques qui sont issues du mouvement woke, y compris de la tentation de faire taire les discours qui, à l'époque, étaient jugés fâcheux, même si aujourd'hui, l'administration Trump est capable aussi à son tour de vouloir faire taire ce qui fait pas son bonheur. Mais tout ce qui a agacé souverainement, y compris en France, qui a résisté beaucoup au wokisme, vient des États-Unis et vient des universités pour beaucoup américaines. J'étais jeune correspondant à Washington en 91, 92, et il y avait un livre qui a été publié à ce moment-là, Illiberal Education, par Dinesh D'Souza, qui annonçait parfaitement ce qui s'est passé 20 ans plus tard. Alors, il y avait certains chez les conservateurs qui disaient attention, il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a peut-être là, une pente savonneuse sur laquelle on est en train de descendre, alors que la majorité disait c'est de la paranoïa, jamais on vivra dans un monde tel qu'il l'annonce. Or, il avait vu assez juste. Et là, Donald Trump a décidé qu'il allait s'attaquer au cœur des institutions qui sont dans la matrice universitaire à l'origine du wokisme, c'est-à-dire les grandes universités américaines, les universités de la Ivy League, en menaçant, par exemple, Columbia à New York, de ne pas leur donner 400 millions d'aides fédérales s'ils ne changent pas certaines de leurs politiques. Et c'est intéressant parce que... Mais le wokisme dans les universités, il faut voir que c'est complètement sauté, là. Je veux dire, c'est complètement sauté. Et je te donne une unité de mesure simple. Oublions le wokisme. À quelle enseigne le corps professoral dit loger? Alors, dans les universités américaines, il y en a des centaines, sinon des milliers. C'est, quand on sonde les professeurs, à 60%, ce qu'on appelle aux États-Unis libéral ou très libéral. Et chez ceux qui se disent conservateurs, c'est à peu près 15%. Au milieu, il y a des gens qui sont assis sur la clôture. Mais ce que tu vois, c'est que entre ceux qui se disent liberal, 60%, et conservateurs, 15%. Ce qui est une diversité de points de vue, d'opinion. Et la question est légitime. Pas que le point de vue des conservateurs soit meilleur. Il est sous-représenté. Et quand tu vas à Harvard, et là, j'en veux pour preuve un sondage qui a été mené sur le campus par l'université au printemps 2023, pas il y a 55 ans. Les professeurs qui se disent conservateurs sont 2,5%. Qui se dit vision conservatrice du monde, et très conservateur, 0,4%. Et c'est totalement accepté. C'est même vertueux d'une certaine manière pour ces universités qui se disent, regarde, on est dans une volonté de progressisme tous azimuts, débridé, et l'idée qu'il y ait des garde-fous, des gens qui pensent autrement, on n'en a même pas besoin. Alors, toutes diront certains, les dérives du wokisme, la critique ou la théorie critique de la race, la théorie du genre, tout ça, ça vient des universités et particulièrement de ces universités de pointe qui aujourd'hui se plaignent parce que le gouvernement fédéral pourrait fermer les robinets. Alors évidemment, c'est inélégant. Il y a des enjeux sur la recherche fondamentale. Les universités américaines sont le fer de lance dans le monde de la recherche. Le gouvernement et les États-Unis n'ont pas intérêt à se priver de ce réservoir, de ce vivier d'intelligence et de recherche. Mais c'est plus que ça. Et ce sont des universités qui sont en plus milliardaires. Harvard a un fonds de dotation de, sais-tu combien? Non, j'ai aucune idée. 50 milliards de dollars. Okay. Je répète, 50 milliards de dollars. Columbia, 15 milliards de dollars. Une année en moyenne à Harvard, au premier cycle, c'est 55 000 $ pour un étudiant. Et qui pompe des ressources énormes du ministère, entre autres, fédéral de l'Éducation, parce qu'il n'y a jamais trop d'argent pour ces institutions, qui, en plus de faire avancer la science, et j'en suis, ont aussi, je dirais, joué un rôle très important dans le paysage
politique. C'est parce que c'est cette fameuse ligne entre la science et l'idéologie. C'est parce que toute idéologie, même absurde, si elle est développée à Harvard, il va se trouver quelqu'un de la gauche ou de l'extrême gauche qui va se lever puis qui va appeler ça la science. Même si c'est pas la loi de Newton, là, que si tu laisses tomber une pomme, ça va se ramasser à terre. Là. C'est des affaires vraiment sautées. Mais ils vont finir par nommer ça la science. C'est une chose, Stéphane, moi, sur mes plateaux, quand j'anime, si tu veux me faire quelque chose que je laisserai jamais passer, cite-moi la science avec une opinion ou avec un point de vue qui est légitime. Tu as droit à ton point de vue, mais tu peux pas appeler tous tes points de vue ou toutes tes élucubrations ou tout ce qui s'est passé par la tête la nuit en dormant. Tu peux pas tout appeler ça la science. Là, mais la gauche s'est faite fait une science de ça, là, de tout appeler la science. Mais... Et d'ailleurs, c'est ça, c'est si logique. Les sciences humaines, ce sont pas des sciences. C'est pas exact. C'est pas illégitime pour autant. Il y a peut-être la démographie qui, je le dis souvent, est la moins molle de toutes les sciences humaines, mais tu as parfaitement raison aussi. C'est-à-dire qu'on débatte, que les universités soient des lieux où tu peux avoir sur les enjeux politiques, sociaux, ce qui fait nos sociétés des débats, c'est riche et qu'il y ait une multiplicité de points de vue. Oui, mais à partir du moment où tu arrives à la conclusion statistique que je te donnais tout à l'heure, où tu as pour l'ensemble 60% de gens qui se disent à gauche, pour faire simple, et 15% des profs qui seraient à droite, et dans les meilleures institutions, la droite n'est absolument pas représentée ou marginalement, c'est un problème. Tu n'es plus dans ce que doit faire une université, c'est-à-dire être un espace où toutes les opinions peuvent s'affronter puis arriver à quelque chose qui ressemble à une synthèse correcte que les étudiants peuvent ingérer ou pas. C'est-à-dire, tu peux choisir que tu te rallies à un camp, c'est très bien. Mais l'université, d'abord et avant tout, c'est un lieu où tu t'exposes à toutes sortes de choses. Ouais. Si en amont, on choisit de dire il y a des opinions qui sont pas fréquentables, tu crées un vrai problème. Stéphane, merci. Puis on va toute la journée, on va réfléchir pour savoir est-ce que gauche-droite, est-ce qu'à l'UQAM, c'est 50-50. Ça va me faire un point de réflexion pour ma journée. Merci. À demain. Oh, c'est pas que l'UQAM. Ah, OK. Au revoir.